Donc on va voir aujourd'hui, je tiens à remercier les organisateurs de la journée pour l'invitation à parler des apports de la radiologie interventionnelle en chirurgie du rachis. Alors quels apports pour quelle pathologie? On va voir ça ensemble. La radio interventionnelle, ça peut permettre d'optimiser le traitement médical pour bien sélectionner les patients pour ensuite la chirurgie. Il peut proposer des traitements mini-invasifs dans certains cas, ou peut permettre une préparation en vue d'une chirurgie, on le reverra plus tard. J'ai préparé un plan en 6 grands chapitres avec, en termes de pathologie, la névralgie cervico-cervicale sur les rétrécissements foraminaux cervicaux, la pathologie articulaire postérieure, les discopathies, les sténoses canalaires ou foraminales et les pathologies vertébrales, puis les suites de chirurgie. Les outils qui sont à nos dispositions, les infiltrations, cimentoplastie, embolisation, la radiofréquence, je pense que vous les connaissez déjà un peu tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un bref rappel sur les infiltrations. Je pense que vous avez déjà vu depuis quelques années une modification des pratiques chez vos collègues radiologues, depuis les recommandations de la Société d'imagerie musculo-squelettique de 2017. La raison, c'est que sur les plusieurs millions d'infiltrations qui sont réalisées chaque année, il y a eu des cas décrits de complications neurologiques graves chez des patients qui avaient été infiltrés avec des corticoïdes particulières. Donc c'est des corticoïdes qui correspondent à des esters qui sont insolubles, lors d'injections foraminales, cervicales ou lombaires, ou lors d'infiltrations épidurales aux étages opérés. L'hypothèse principale, c'est que ces cristaux d'ester, en fait, ont été injectés dans des artères qui communiquaient avec l'artère médulaire et qui étaient à l'origine du coup d'infarctus médulaire. Depuis, du coup, ce qui est recommandé, c'est pour les infiltrations épidurales, autoriser les corticoïdes particulières de type hydrocortensile. S'il y a une opération d'infiltrer à l'étage adjacent ou au niveau du hiatus, et pour les infiltrations foraminales ou cervicales, utiliser de la dexaméthasone, et pour les infiltrations cervicales, plutôt préférer l'articulation postérieure. Donc il y a plusieurs études qui se sont intéressées au sujet. Là, c'est une étude qui effectivement comparait l'injection de corticoïdes particulières ou non particulières dans les artères vertébrales de cochon, et on se rend compte que quand on injecte des corticoïdes particulières, on est à l'origine d'AVC, ce qui n'est pas le cas pour les corticoïdes non particulières. Donc là, un cas, somme toute assez classique, une sténose foraminale C5-C6 droite, à l'origine d'une névralgie cervico-brachiale, pour laquelle on va réaliser une infiltration articulaire postérieure, et vous voyez la bonne diffusion du produit au plus près du conflit. L'arthrose articulaire postérieure, elle va être symptomatique sur 2 plans, déjà en elle-même ou en raison d'un kyste articulaire qui va être compressif sur une racine. Et on va plutôt proposer en première intention une infiltration. Donc ici, c'est le cas d'une patiente qui avait une sciatalgie L4 gauche. On a commencé d'abord par une infiltration articulaire postérieure. On voit ici l'opacification du pertuis et du kyste. L'objectif ensuite, c'est de rompre ce kyste en injectant en pression pour le faire s'effondrer, et le patient ressent directement un soulagement de sa douleur, et ensuite l'infiltration corticoïde. Chez cette patiente, donc, la symptomatologie avait été bien améliorée pendant 2 semaines, et donc dans ces cas-là, ce qu'on peut proposer, c'est un complément et de faire un double abord, et de faire une trépanation directe du kyste en plus. Pour l'arthrose articulaire postérieure seule, dans le cas où l'infiltration n'a pas suffi et que le patient n'est pas candidat à une chirurgie, 2 options sont principalement mises en avant ces derniers temps, la rhizolyse et l'embolisation. La rhizolyse, au final, en discutant avec des collègues orthopédistes plus confirmés, apparemment c'était un traitement qui était déjà réalisé chirurgicalement à ciel ouvert avec des résultats assez mitigés. Là, le principe, c'est de faire une rhizolyse en percutanée, donc c'est de mettre en place des sondes de radiofréquence pulsées afin de détruire en fait les fibres sensitives au niveau des articulations postérieures. Alors le principe de dénervation, c'est un principe qui nous plaît pas mal en radiologie interventionnelle, puisque c'est quelque chose qu'on fait assez souvent chez des patients oncologiques, chez des patients par exemple qui ont un cancer du pancréas, avec des douleurs très importantes. On va réaliser une dénervation en réalisant une alcoolisation du plexus cœliaque, ou par exemple pour des patients qui ont des envahissements pleuraux sur des tumeurs pulmonaires ou pleurales, on va aussi volontairement réaliser une dénervation par radiofréquence au niveau intercostal. Pour l'instant, en ce qui concerne la rhizolyse, il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la question, et on n'a pas encore démontré scientifiquement l'apport et le bénéfice de la rhizolyse par rapport à un placebo. Alors la question qui se pose, c'est vraiment la sélection des patients, parce que la lombalgie, c'est un motif de consultation qui est très fréquent, et donc c'est très important de bien sélectionner les patients en faisant des tests anesthésiques auparavant. Donc pour l'instant, ça reste encore débattu. La dernière étude en date de 2022 comparait la dénervation à l'exercice physique et retrouvait un effet, mais donc là on est sur la comparaison à un exercice physique et non pas à un placebo. L'embolisation, c'est un concept qui est plus récent. Alors c'est pas l'embolisation tumorale, qu'on reverra plus tard. C'est vraiment l'embolisation dans le cadre de pathologies fonctionnelles. C'est un concept qui est innovant, qui nous vient du Japon. C'est le docteur Okuno qui en 2012 a commencé à s'intéresser à ça. En fait, il s'est dit que les pathologies mécaniques avec une composante inflammatoire
type arthrose de genou, épicondylite, et donc arthrose articulaire postérieure, pouvaient être traités en embolisant les vaisseaux qui étaient accompagnés de l'inflammation. C'est-à-dire que la néovascularisation en lien avec l'inflammation pouvait être une cible pour diminuer la composante inflammatoire et donc diminuer les douleurs. En ce qui concerne l'arthrose de genou, la capsulite rétractile, les épicondylites, ces résultats ont été retrouvés ont été retrouvés par différentes équipes aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et en gros, c'est une diminution de la douleur par 2. Pour l'arthrose articulaire postérieure, pour le moment, il n'y a que son étude qui a été publiée. 14 patients, c'est une faible cohorte. Et on retrouve une diminution de la douleur d'à peu près 50% qui est maintenue à 2 ans. Pour les discopathies, donc concernant les discopathies modiques 1, celles qui sont inflammatoires, dans notre arsenal thérapeutique, on a donc l'infiltration intradiscale qui correspond plus à un test anesthésique. Les corticoïdes vont permettre de prolonger cet effet, mais on verra qu'il n'est pas périn. Et ce qui se développe récemment, la dénervation basivertébrale. Donc un exemple, une discopathie modique 1, que vous voyez bien sur ce de Stier. L'infiltration intradiscale, bon ça je pense que c'est des images que vous avez déjà vues aussi par le passé. Et donc plusieurs études qui se sont intéressées au fait que le corticoïde rajouté permettait d'allonger l'effet anesthésiant, enfin l'effet antalgique à 1 mois, mais qu'à 6 mois on n'avait pas de différence, et à 12 mois pareil, l'effet des corticoïdes était diminué. La dénervation basivertébrale, alors c'est un concept qui est plus récent. Pareil, on est à nouveau sur de la dénervation. C'est quelque chose qu'on aime bien en radio interventionnelle. Ici, vous voyez donc une sonde de radiofréquence. Et l'objectif, c'est de détruire en fait le nerf basivertébral pour diminuer le message douloureux. Là, dans cette étude, on l'avait comparé à un standard care. Donc, standard care, c'était traitement médical avec infiltration et kinésithérapie. Et il y avait eu une analyse intermédiaire qui avait permis d'emblée trancher en faveur de la dénervation avec une diminution de 3,46 sur le VA à 3 mois. Pour les sténoses canalaires ou foraminales, bien entendu, selon l'étiologie, on va guider le traitement. Volontiers, on va proposer une infiltration épidurale ou foraminale selon le site de compression. Je sais que certaines équipes proposent des implants interépineux quand c'est un seul étage qui est rétréci et que le patient n'est pas candidat à une chirurgie. Alors, moi, pendant ce topo, en préparant ce topo, je l'ai découvert, mais en discutant là avec des collègues orthopédistes, apparemment c'est quelque chose que vous connaissiez déjà. La désiolyse percutanée, on en reparlera plus tard. En cas de hernie discale non déficitaire, ce qui est pour l'instant mis en avant, c'est l'herniotomie percutanée ou l'ozone. Donc un exemple, une hernie foraminale L3 L4 gauche avec cruralgie L4 gauche. Moi, dans ces cas-là, je fais volontiers une infiltration épidurale plus foraminale. Bon, je pense que vous avez pareil déjà vu ces images, infiltration foraminale et épidurale. La herniectomie percutanée. En France, le centre qui est leader dessus, c'est le CHU de Nice, avec le professeur Amoretti, qui a publié en 2021 une série de 77 patients. Le principe, c'est de faire un abord direct de la hernie discale et d'aller la fraiser et de l'aspirer. Il a décrit dans son étude 3 patients qui avaient eu un syndrome post-EPL transitoire. Alors moi, jusqu'à présent, j'en avais une bonne expérience. Après, le dernier patient que j'ai fait a fait une nouvelle hernie discale sur l'orifice de herniotomie et a dû être opéré sur son déficit. Là, c'est un exemple d'un patient qui avait une cruralgie L4 gauche avec une hernie discale foraminale 4-5 gauche, une douleur à 8, pas de déficit. Le herniotome qui est en place au niveau de la hernie discale. Et ici, vous voyez donc le jour même, il était bien soulagé avec une VA à 3 qui est restée stable, une réponse maintenue jusqu'à 6 mois. Et donc ici, vous voyez l'IRM initial et l'IRM à 1 mois avec le remaniement de la hernie discale. L'ozone, alors j'en ai pas l'expérience moi-même, mais je sais que c'est réalisé dans plusieurs centres, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Le principe, c'est de faire un abord discal et d'y injecter de l'ozone. L'ozone va déshydrater le disque et diminuer son volume et va avoir aussi des propriétés anti-inflammatoires. Là, dans cette étude, c'était une étude de non-infériorité pour le comparer à la microdiscectomie par une approche de Caspar. Donc, on voit que sur le bras ozone, triojection, ce qu'on voit ici, on a une bonne réponse. Après, la non-infériorité, pour moi, elle n'est pas vraiment affirmable, puisqu'il y a quand même 8 patients, donc 33% des patients traités par ozone qui ont finalement été opérés. Donc la désiolyse, il y a plusieurs équipes qui se sont penchées sur ce traitement. Le principe, c'est chez des patients, là encore, non chirurgicaux, qui ont des canaux lombaires rétrécis centraux. En plus du rétrécissement mécanique, en fait, c'est des équipes qui mettent en avant l'hypothèse qu'il y a aussi des adhérences épidurales surajoutées, qui peuvent être la cible de traitement. Et donc là, par exemple, cette étude comparait la désiolyse épidurale à un placebo. Le principe, c'est de mettre un cathéter
Euh, donc oui, le principe c'est de faire un abord du hiatus, de mettre un cathéter dans l'espace épidural et d'aller libérer en fait ces adhérences en mettant des hyaluronidases, des corticoïdes et du sérum physiologique et en faisant une adhésiolyse mécanique avec un cathéter. Hop. Et donc ici vous avez les résultats. Le placebo était réalisé en faisant donc un abord non pas du hiatus mais un abord au niveau sous-cutané et de réaliser des manœuvres avec le cathéter. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux cohortes en termes de population. Et sur les résultats, on remarque qu'il y a une diminution de la douleur plus importante avec une douleur à 2,9 contre 4,8 à 3 mois. Et cette différence était maintenue à 6 mois et 1 an. Donc il y a d'autres équipes qui se sont penchées sur de nouveaux traitements avec, en plus du cathéter, le RAX cathéter, d'utiliser des ballons. Alors ça m'a assez surpris quand j'ai découvert ce papier. Je vous cache pas. Donc ils font leur abord au niveau du hiatus, ils opacifient, ils voient que le contraste stagne au niveau L4, L5. Et donc en fait, en plus de cette hyaluronidase qu'ils vont injecter, ils vont gonfler très délicatement un ballon en L4, L5, ce qui permet ensuite une bonne progression du contraste. C'était comparé dans cette étude, ils comparaient cette technique avec le ballon versus une adhésiolyse avec le cathéter de RAX. Donc en comparant les deux, sur les études, ils ont mis en évidence, selon eux, à partir du 3e mois, une différence en faveur de cette nouvelle technique avec le ballon. Bon, ça... Voilà. Revenons sur des sujets un peu plus maîtrisés, un peu plus connus, les pathologies vertébrales. Il y a 3 cadres où on va principalement proposer des traitements, les fractures porotiques, les lésions vertébrales secondaires ou les angiomes vertébraux. Pour les fractures porotiques, la dernière étude en date de Vertos 5 qui s'intéressait aux fractures porotiques de plus de 3 mois avec de l'œdème encore présent en IRM et une symptomatologie qui a été comparée à un test anesthésique et qui était en faveur de la cimento avec une différence de plus d'1 point de VA. Bon, la cimentoplastie, je vous ai mis des images, mais c'est quelque chose que vous connaissez déjà depuis longtemps. Les cimentoplasties cervicales, là c'est un peu plus particulier. On va les faire soit par voie postérieure, soit par voie antérolatérale selon les conditions anatomiques. Et là où elles sont plus particulières, c'est que leur prise en charge va être assez conditionnée par la lésion primitive, le type histologique de la lésion, et le positionnement aussi par rapport aux artères vertébrales. Ici, c'est l'exemple d'un patient qui avait un myélome et donc, une lésion de C6. Et donc, c'est très important pour nous de vérifier le rapport entre cette lésion et les artères vertébrales. Vous allez le voir plus tard, je vous exemplerai pourquoi. Ici, c'était un patient qui avait un myélome. On a fait une voie d'abord antérolatérale qui a permis de bien remplir la lésion myélomateuse avec un bon résultat clinique. Lorsqu'on a des lésions haut situées, la voie antérolatérale elle est compliquée, la voie postérieure également. L'équipe de la Pitié a décrit une voie d'abord transorale lorsque c'est des lésions de C2 ou des masses latérales de C1. Je vous présente le cas d'une patiente de 80 ans qui avait un cancer du sein métastatique avec une lésion de C2 qui était symptomatique et à risque de fracture. L'idée donc c'est de mettre en place un écarteur ORL, un bol Davis, qui nous permet d'exposer en fait la vertèbre C2 et de réaliser la cimentoplastie en transorale avec un bon résultat clinique. Donc là on va rentrer sur les particularités justement comme je vous disais du type primitif et du rapport aux artères vertébrales. Ici c'était un patient d'une 40aine d'années qui avait un cancer du rein métastatique avec une lésion de C2. Et on sait que les cancers du rein sont très richement vascularisés, donc raison de plus de se méfier. Ici vous voyez à droite l'orifice vertébral qui est libre et vous voyez que la lésion ici va déborder à gauche dans le foramen et va envahir le foramen, donc là il faut vraiment se méfier puisque le principe c'est que si vous faites un abord et que vous mettez votre ciment, comme au début le ciment est liquide, il y a de forts risques pour qu'il y ait un passage de ciment liquide au niveau de l'artère vertébrale et de réaliser un AVC. Donc ici vous voyez une artérographie vertébrale, on commence déjà à voir la lésion. Face profil, voilà. Donc vous voyez qu'au dépend de l'artère vertébrale, on voit très bien cette vascularisation de la lésion de C2. Et donc vous comprenez que si on pique dans la lésion et qu'on injecte du ciment qui au début est liquide, il y a un risque que ce ciment reflue dans l'artère vertébrale et soit à l'origine d'un AVC. Donc le principe là, c'est qu'en plus de faire la vertébroplastie par voie antérolatérale, on va monter un ballon. C'est ce que vous pouvez voir ici sur cette vidéo. Ici vous avez le ballon et le guide. Donc le ballon, c'est là, c'est entre les deux marqueurs radio-opaques et le guide dans la foulée. L'idée, c'est d'avoir le ballon en place pour qu'au moment de la cimentoplastie, si on commence à avoir du ciment qui se rendra proche, gonfler le ballon pour protéger l'artère vertébrale et pour pouvoir terminer la cimentoplastie en sécurité. Donc voilà le résultat final. Les angiomes vertébraux agressifs, ils vont être à l'origine d'une fragilité osseuse, mais surtout le vrai risque, c'est la composante épidurale qui a un vrai risque de compression et de déficit.
moi, je tendance à les traiter comme l'équipe de La Pitié. D'ailleurs, je travaille assez régulièrement avec eux là-dessus. L'idée, c'est d'aller faire donc une alcoolisation percutanée de l'angiome pour vraiment le déshabiter. Au préalable, il faut faire une bonne artérographie pour bien repérer la vascularisation médulaire et vérifier qu'il n'y a pas d'artère euh, euh, à risque au niveau ou au niveau adjacent de la vertèbre qu'on va aller traiter. Et ensuite, une fois qu'on a bien traité par alcoolisation la vertèbre, on va aller mettre du ciment pour la consolider. Donc là, une patiente de 48 ans qui avait eu des sciatalgies bilatérales transitoires et qui avait fait découvrir, voilà, cet angiome agressif postérieur. On va voir en axial, en façade Gado, voilà, cette composante épidurale postérieure assez large. Donc ici, l'artéographie. Donc ici, c'est une artéographie lombaire simple. Hein. Vous voyez qu'il n'y a rien de particulier. Voilà, ça c'est l'artère lombaire, pas de blush. Donc, tout va bien. Ici, vous voyez donc l'artéographie au niveau de l'angiome en L4. Et vous voyez donc la vascularisation de l'angiome qui est assez forte. Donc on fait donc les étages adjacents et l'étage de l'angiome pour bien vérifier qu'il n'y a pas l'artère médulaire. Et l'artère médulaire avait été repérée. Hop, je vous l'ai mise ici, parce que je sais que parfois on me demande de montrer à quoi ça ressemble. Voilà. C'est cette artère qui remonte vraiment hein, en épi et qui redescend ensuite centrée sur les épineuses. Donc une fois qu'on a bien repéré les artères, qu'on est sécurisé, on va faire un abord de l'angiome et on va injecter du produit de contraste qui va nous permettre de se rendre compte du débit de circulation de l'angiome pour guider au mieux notre alcoolisation. Voilà, alors, je pense que c'était les mêmes images. Ouais. Voilà. Et donc deux profils, on remarque bien la distribution du contraste qui va aussi traiter cette composante épidurale antérieure. Très bien. Une fois qu'on a traité, 2 semaines plus tard, on reprend le patient et on va compléter en mettant du ciment pour bien consolider la vertèbre et éviter qu'il y ait un risque de fracture secondaire. Et donc là, l'IRM à 1 mois. Là, vous voyez une bonne réponse et une bonne diminution de la composante épidurale antérieure. Donc c'est important de bien les suivre, hein, ces patients, puisqu'il y a toujours un risque que l'hémangiomes puisse réévoluer, donc il faut leur faire des IRM régulièrement. Voilà. Donc l'IRM initial à gauche et l'IRM après traitement à droite. Comme je l'ai dit, la radio interventionnelle peut aussi préparer certaines chirurgies, notamment les chirurgies des métastases hypervasculaires. Alors, ce qui est classé comme hypervasculaire, c'est d'emblée les métastases de tumeurs rénales et thyroïdiennes, mais pas forcément toutes. En fonction de l'imagerie, d'autres types de tumeurs peuvent être à risque de saignement lors d'une chirurgie. Ça va être vraiment côté sur l'analyse subjective en fait, du rehaussement, du type du rehaussement. Ici, une méta-analyse de 2021 qui a repris 12 études qui portaient sur 744 patients. Le principe reste à peu près le même, c'est de faire une embolisation dans les 48 heures précédant la chirurgie. Et après, il y a différentes particules. Bon, je vous passe les détails sur qu'est-ce qu'on injecte, mais l'idée, c'est de boucher les vaisseaux qui sont à l'origine de la vascularisation des lésions. Cette méta-analyse, elle s'est intéressée aux sous-types des tumeurs primitives et du rehaussement surtout de la métastase en cause. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt à faire ces embolisations pour des tumeurs qui étaient hypervasculaires, avec ici une diminution de, en gros, 1,2 litre de perte sanguine. Alors que pour les patients qui avaient des métastases qui étaient non hypervasculaires, on avait plutôt une diminution de 200 cc de sang, ce qui n'était pas vraiment significatif. Ça s'est retrouvé aussi sur le nombre de transfusions sur les patients qui étaient avec des métastases hypervasculaires. On diminue le besoin culoglobulaire de 3, qui correspond donc aux pertes sanguines préalablement étiquetées. Ici, donc, vous voyez l'artère Mikiewicz, la différence de blush entre une tumeur qui est modérément hypervasculaire ou très hypervasculaire. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a cathétérisé le ou les vaisseaux, souvent c'est les vaisseaux quand c'est des lésions importantes, on va aller emboliser les vaisseaux porteurs jusqu'à ne plus avoir du tout le blush tumoral. Là, ici, un patient de 48 ans qui avait une métastase d'un cancer rénal en L1 et qui commençait à avoir des symptômes neurologiques pour lesquels une indication chirurgicale était posée. Vous voyez ici son scanner, donc on voit qu'il a des métastases rénales également. Hein. Et donc voilà, ici c'est sa lésion, vous voyez qu'elle est richement vascularisée. Donc les angiographie initiale, donc vous voyez la vascularisation assez riche avec le retour veineux précoce qui correspond à cet afflux de sang massif. Et donc on comprend, on le voit nous-mêmes, alors nous on n'est pas exposé de la même façon que vous, hein, mais quand on va faire des biopsies de ces lésions, dès qu'on rentre dedans c'est un geyser. On a l'impression qu'on a fait un abord artériel, donc on est vraiment vigilant là-dessus. Donc une fois qu'on a fait le cathétérisme avec une sonde porteuse, on va volontiers avancer un microcathéter qui est inframillimétrique pour aller emboliser de façon sélective la tumeur. Enfin, la place de la radio interventionnelle dans les suites de la chirurgie.
Bon, moi, j'ai exposé deux situations principalement, les suspicions d'atteinte de sacro-iliaque en post-opératoire ou alors la fibrose post-opératoire. L'atteinte de la sacro-iliaque, la suspicion, elle est surtout clinique et donc nous, on va pouvoir réaliser un test anesthésique pour pouvoir conditionner ou pas ensuite un geste de vissage sacro-iliaque pour soulager le patient. Le test est considéré positif, à peu près classiquement comme tous les tests diagnostiques, si la douleur est diminuée par 2 ou plus. Donc l'infiltration sacro-iliaque, c'est quelque chose d'assez spécifique, hein. J'ai vu différentes personnes le faire. C'est vraiment quelque chose à connaître, puisqu'il faut vraiment aller cathétériser l'articulation et injecter en pression pour être sûr de bien avoir cette interligne et être en intra-articulaire. Voilà. Donc la fibrose épidurale. Donc comme je vous ai dit, pour le système d'adéliolyse, il y a des patients des papiers qui se sont intéressés à réaliser ce même principe de traitement de la fibrose. Et donc avec pareil, donc cet abord du hiatus qui permet ensuite de monter un cathéter et de libérer la fibrose en faisant des mouvements de va-et-vient avec le cathéter et en injectant l'hyaluronidase. Pardon. Donc là, c'est une étude qui avait comparé les résultats chez des patients qui avaient simplement un canal rétréci, on va dire naïf, et ceux qui avaient été opérés préalablement. Ils se rendaient compte que même s'il y avait un bon résultat sur le groupe, sur de la fibrose post-opératoire, ça avait tendance à marcher un peu mieux chez des patients qui avaient un canal rétréci naïf. Bon, voilà, ça c'est une méta-analyse sur le traitement de ces adhérences épidurales par adhérolyse. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et je vous laisse mon mail si vous avez des questions ou des remarques.